Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à notre visioconférence sur le private equity avec notre partenaire Altaroc. Tout le monde n'est pas encore arrivé, mais on va pouvoir démarrer. Le point qui va intéresser beaucoup de monde ce soir, c'est que nous allons nous débrouiller pour finir pour 20 heures pour que les amateurs de foot puissent voir le match d'ouverture de l'équipe de France face à l'Australie. Que dire d'autre? Si tout le monde n'a pas inscrit son numéro de téléphone au moment de l'inscription à cette visioconférence, donc vous pouvez le faire en l'indiquant avec votre nom en bas à droite de l'écran sur questions. Alors il faut savoir que pour tous les messages que vous envoyez sur questions, ces messages resteront privés. Et tous les messages qui seront envoyés sur le chat seront modérés par Olivia, qui est notre modératrice ce soir, et elle pourra répondre au fil de la conférence en direct. Voilà, je ne vais pas faire très long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais laisser la parole à Frédéric Stollard, managing partner d'Altaroc, qui va vous parler ce soir de private equity et qui va vous présenter Altaroc et le millésime 2022 de private equity chez Altaroc. Frédéric, bonsoir. Merci Cyril, merci. Alors, j'ai jamais fait avant un match de foot, donc il faut que je sois bon et efficace. Alors, si ça te va Cyril, donc je me présente en 2 minutes mon parcours, ce que j'ai fait avant, mon background, et puis ensuite la plateforme Altaroc, notre stratégie, la vision, l'ambition, et puis à la fin le millésime qu'on commercialise actuellement à travers ta plateforme. Ça te convient? C'est parfait, je vais couper mon micro, c'est parfait. Alors, on est parti. Super. Alors, donc, en termes de parcours, donc moi j'ai 57 ans, j'ai une formation d'ingénieur à la base, j'ai fait l'école centrale à Paris, j'ai travaillé au GIAT Industrie comme ingénieur de l'armement et ensuite je suis parti faire une business school aux États-Unis à la Wharton Business School. Je suis rentré en France fin 90 et depuis 32 ans, je travaille dans le private equity. Voilà, donc même 33 ans maintenant. Donc, j'ai démarré ma carrière chez Apax, j'ai passé 4 ans chez Apax, j'ai ensuite passé 8 ans dans un des plus gros fonds de private equity américains à Londres, qui s'appelle Warburg Pincus. Et en janvier 2001, j'ai été recruté par 2 familles industrielles, une famille belge, Albert Frère, une famille québécoise, Paul Desmarais, qui voulait créer une nouvelle plateforme de private equity à Paris, que j'ai créée pour eux, qu'on a appelé Sagard et que j'ai dirigé pendant 19 ans. Donc Sagard, on était un fonds de LBO mid-market. Donc le LBO, c'est une activité qui consiste à racheter des ETI de taille moyenne avec un peu d'effet de levier. Des ETI qui sont en général leaders sur leur marché, avec des marchés bien orientés en sous-jacent, et on a recours à l'effet de levier pour booster un peu les retours. Voilà. Donc, on avait comme mandat d'accompagner des ETI en Europe francophone, donc France, Belgique, Suisse. J'ai levé 3 fonds. J'ai levé un premier fonds en 2001 de 600 millions d'euros. J'ai levé un deuxième fonds en 2006 d'1 milliard d'euros. Et j'ai levé un troisième fonds en 2013 d'1 milliard d'euros aussi. Voilà. On a accompagné 37 entreprises en LBO. Moi, j'en ai fait un peu plus de la moitié de ces LBO à titre perso. En termes de tour de table, on avait quasi exclusivement des grandes familles francophones. Donc, à côté de Frères et Desmarais, on avait Dassault, Peugeot, Arnaud, Mullier, Sellière, Bettencourt, Foriel d'Estezet, Mérieux. On avait 25 familles exceptionnelles qui voulaient évidemment faire de bons retours sur investissement, mais aussi donner du sens à ce qu'elles faisaient en accompagnant des ETI championnes sur les secteurs de prédilection des familles. Donc, quand on a fait des deals dans l'auto, la famille Peugeot nous a aidés. Quand on a fait des deals dans la santé, la famille Mérieux nous a aidés. Quand on a fait des deals dans les matériaux de construction, la famille Bouygues nous a aidés. Voilà. Donc, ça, c'était mon mandat. Donc, on avait essentiellement des grandes familles industrielles francophones. Et nous, on faisait des LBO majoritaires sur des sociétés qui valaient entre 100 et 500 millions. Et nous, on injectait des tickets en equity qui valaient entre 50 et 150 millions. En termes de perf, mes équipes ont délivré en 20 ans 22% de TRI net par an, net de tout, en moyenne, tous les ans pendant 20 ans. Et sur chaque millésime, en termes de multiple de mise, on a livré 2,25 fois la mise net aux investisseurs en moyenne sur les 3 millésimes. Ce sont des performances qui sont très solides et ça nous a positionnés comme, je dirais, comme un des tout meilleurs élèves de la classe dans le monde du private equity. Donc, les fonds de private equity sont notés par ce qu'on appelle des quartiles. Le premier quartile, c'est les 25% des meilleurs fonds. Donc, nous, Sagard, on était premier quartile sur chacun des 3 millésimes qu'on a fabriqués, premier quartile européen. Voilà. Je suis parti après 19 ans pour une raison simple. J'avais plusieurs raisons. J'avais envie d'entreprendre un projet. Alors, j'étais le directeur général des fonds Sagard,
mais je n'étais pas actionnaire de la société de gestion parce que la famille n'avait pas ouvert le capital. Et donc, j'avais un bout des carried interest, évidemment, mais je n'étais pas associé à la société de gestion parce que ce n'était pas ouvert. Donc, j'avais envie de démarrer un projet où je serais tout autant engagé, mais un peu plus actionnaire. Donc, je suis parti au bout de 20 ans pour lancer un projet où je serais plus engagé dans ce que je ferais en termes capitalistiques. Voilà, je suis parti en très bon terme avec toutes les équipes et tous les managers que j'ai accompagnés. En fait, je réfléchissais à un projet nouveau. J'avais plus envie d'être salarié dans un fonds. J'ai eu plein de propositions pour rejoindre des gros fonds américains, pour être patron de la France ou patron de l'Europe, mais j'avais plus envie d'être salarié. En fait, j'avais réfléchi à une idée qui me trottait dans la tête depuis un certain temps. Nous, chez Sagard, on ne prenait pas de famille en dessous de 15 millions d'engagement. On avait 25 familles qui engageaient en moyenne 40 millions et on ne prenait pas de famille à moins de 15 millions pour une raison simple, on n'en avait pas besoin. On voulait lever 1 milliard et chaque fois qu'on levait 1 milliard, on était sursouscrit. Donc, on avait mis la barre à 15 millions et ce que j'ai réalisé, c'est que la plupart des grands fonds mondiaux performants, les fonds du premier quartile, ils ont une barre typiquement à 20 ou 25 millions de dollars. Ils n'ont pas besoin, ces fonds-là sont tous sursouscrits, ils sont très performants. Et donc, par souci de simplicité, pas du tout par arrogance, ils mettent le ticket unitaire à 20 millions ou 25 millions de dollars pour pouvoir rentrer dans ces fonds en termes d'engagement. Donc, le constat que je fais à ce moment-là, il y a 2 ans et demi, c'est pas possible de rentrer dans ces fonds pour un client privé. Le ticket unitaire est trop important. Donc, moi, je me suis dit, les clients privés vont vouloir investir dans du très bon private equity, mais ils ne peuvent pas le faire parce que l'accès n'est pas possible en termes de taille unitaire des tickets. Donc, il faut que je crée une machine, un asset manager qui tous les ans va fabriquer des millésimes d'exception avec 6 à 7 gérants par an sur 2 segments que je connais bien, le LBO et le Growth Equity, le capital croissance, avec comme ambition de rentrer dans des fonds inaccessibles. Donc, mon ambition, c'est rentrer dans les meilleurs fonds mondiaux et mon ambition, c'est créer un portefeuille diversifié de 6 des meilleurs fonds mondiaux chaque année pour permettre à des clients privés à partir de 100 000 euros de se construire clé en main le même portefeuille que les plus grandes familles mondiales qui investissent en PE. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir 25 familles dans mes fonds pendant 20 ans. Je connais parfaitement leur portefeuille de private equity. Ces familles, elles engageaient entre 300 millions et 3 milliards par an. Elles avaient entre 5 et 50 personnes pour les aider à bâtir ces portefeuilles. Eh bien, la révolution d'Altaroc que j'ai voulu créer, c'est permettre à des clients privés, à partir de 100 000 euros et non pas à partir de 300 millions, d'avoir accès au même portefeuille, voire à des portefeuilles meilleurs, mondiaux, ultra diversifiés, clés en main, qui peuvent acheter chez toi en un clic. Voilà, c'était mon projet. Donc, j'ai réfléchi à ce projet pendant un peu plus de 2 ans. Je me suis associé l'année dernière pour monter ce projet avec une autre figure du private equity qui s'appelle Maurice Chéniaud. Donc, Maurice, il a été mon patron chez Apax il y a 32 ans. Il est un des 3 fondateurs mondiaux d'Apax Partners. Il a co-présidé aux destinées d'Apax pendant 40 ans. Il a lâché les rênes d'Apax il y a 10 ans. Et donc, il a connu beaucoup de succès chez Apax. Et puis, il y a 30 ans, il a lancé un autre projet entrepreneurial en parallèle d'Apax. Il a fait le même constat que moi aujourd'hui, à savoir que c'était très compliqué à l'époque pour les clients privés d'investir en PE parce que l'accès dans un grand fonds, c'était pas 20 millions de dollars à l'époque, c'était 5 à 10 millions de francs. C'était déjà beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup de clients privés qui pouvaient mobiliser 5 à 10 millions de francs dans un fonds. Donc, il a décidé de lever 60 millions de francs, 10 millions d'euros en bourse pour permettre à des clients privés par la bourse, en achetant des actions à 100 francs, de co-investir avec Apax France. Et donc, il a levé 60 millions de francs, 10 millions d'euros. Il en a souscrit les 2 tiers lui-même. Il a invité 1 tiers pour le public. Et avec ces 10 millions d'euros, il a co-investi avec Apax France. Chaque fois qu'Apax France faisait un deal, il invitait Altamir. Et chaque fois qu'Apax France vendait un deal, Altamir retournait 2% à ses investisseurs sous forme de dividendes et réinvestissait les sommes dans les deals futurs. Bon. En l'espace de 30 ans, Maurice, il a converti 10 millions d'euros en 1,5 milliard d'euros. Aujourd'hui, Altamir, c'est 1,5 milliard, zéro dette. C'est que des co-investissements, enfin quasiment que des co-investissements à côté d'Apax France. Donc, c'est pas diversifié, c'est très français, c'est très Apax France. Mais en termes de perf, il a livré 20% de TRI par an pendant 30 ans et ça fait 150 fois la mise. Donc, aujourd'hui, Maurice m'a dit, Fred, Altamir, j'en ai 2 tiers à titre perso. Quasiment tout mon patrimoine personnel est dedans. J'aimerais diversifier le patrimoine d'Altamir dans le meilleur du PE mondial. Aujourd'hui, je suis dans Apax France, qui est du très bon PE français. Je voudrais être plus mondial et multigérant. Et donc, si tu veux bien, je voudrais sponsoriser tous tes millésimes Altaroc. Donc ça, c'est ce que Maurice m'a apporté. La deuxième chose qu'il m'a apporté, Altamir, sa société cotée dont il contrôle les 2 tiers, elle est pilotée par une société de gestion qui s'appelle Amboise. Maurice m'a dit, rejoins-moi chez Amboise comme directeur général. Donc, j'ai rejoint Maurice comme DG d'Amboise. Amboise a lancé Altamir il y a 30 ans et j'ai apporté mon projet à Amboise qu'on a appelé Altaroc
il y a 1 an et demi. Donc, Amboise a 2 projets aujourd'hui. Altamir, qui a 30 ans, qui a été un grand succès, et Altaroc, que je lui ai apporté il y a 1 an et demi. J'ai récupéré dans la holding Amboise 10 personnes qui pilotent les destinées d'Altamir depuis 25 ans, avec beaucoup d'expertise en middle et en back-office. Et donc, ce sont ces personnes-là qui pilotent le middle et le back d'Altaroc aussi. Donc, j'ai eu le sponsoring de Maurice, le sponsoring d'Altamir, les équipes que j'ai récupérées sur le middle et le back, et on a lancé ce projet, Maurice et moi, il y a 1 an et demi. Voilà. Alors, on a mis à peu près 6 mois pour bâtir une plateforme 100% digitale parce que les partenaires CGP comme Centaure, on veut les servir de façon ultra fluide, ultra efficace. On veut que la souscription d'un client privé se fasse en 3 minutes chrono. Donc, ça nous a mis 6 mois pour bâtir la plateforme digitale. On a lancé notre premier millésime le 15 octobre 2021 et on s'est donné 15 octobre 21, 15 décembre 21 pour collecter. On avait pour ambition, Maurice m'a dit comment tu penses lever. Alors, on est dans un cycle de vente qui est long chez nous parce qu'il faut que je convainque Centaure, il faut que je forme les conseillers de Centaure, il faut qu'on forme le middle et le back de Centaure, il faut que Centaure ait envie de vous parler du produit, vous aurez des questions, des interactions. Souvent, les équipes de Centaure vont nous demander d'intervenir. Et puis enfin, vous allez décider de souscrire et puis il y a une période de souscription. Donc, on est sur un cycle de vente qui est long. Et donc, j'avais dit à Maurice, je pense qu'on peut collecter 20 millions sur le 15 octobre, 15 décembre. Et finalement, on a collecté 270 millions de bulletins de souscription signés. 1000 clients, 40 distributeurs, 270 millions de collectes. Très, très, très au-delà de nos attentes. On a juste eu un petit problème, on n'avait pas assez de papier pour satisfaire la demande. Donc, on a coupé la demande à 180 millions. Donc, on a donné 2/3 des volumes à tous les distributeurs qui travaillent avec nous. Et on a eu un millésime remarquable sur le premier jet de Altaroc. Sachant que j'ai fait ça tout seul, commercialement, ce n'est pas mon background, je ne suis pas un commercial. J'étais le patron d'un fonds de private equity de taille importante. J'ai fait le commercial pendant 2 mois. On n'avait pas d'actifs sous gestion au démarrage. On avait un budget marketing de 0. Et on avait un concept totalement nouveau, un fonds de private equity international, millésimé, avec 6 gérants dedans, on appelle le fonds différé. Donc, j'ai passé un temps de fou à évangéliser, à expliquer. Et on a collecté un peu plus de 200 millions. Donc, ça, c'était une bonne perf. On a lancé un millésime 2 cette année avec une ambition de collecte à 500 millions. On a démarré la collecte le 1er avril. J'étais tout seul là aussi. Et aujourd'hui, on a collecté un peu plus de 300 millions sur ce millésime 2. Ce qui fait que sur les 12 derniers mois, on a collecté un peu plus de 500 millions chez Altaroc. Voilà. Entre-temps, j'ai recruté 28 personnes. Donc, on va dire, on est 30 aujourd'hui chez Altaroc. Et on fait une seule chose, on fabrique des millésimes d'exception de qualité institutionnelle que des instituts pourraient souscrire, que les plus grandes familles rêveraient d'avoir, et on les destine à des clients privés, puisqu'on distribue ces millésimes par des CGP, des multi-FO ou des banques privées. Et on fait tout ça en un clic. Tout est digital de A à Z. On est nativement digitaux. Voilà, c'est ce qu'on fait chez Altaroc. Donc, vous avez, pour piloter le projet, Fred Stollard, qui fait ce métier depuis 32 ans de private equity, d'investisseur en PE, et Maurice Chéniaud, qui fait ce métier depuis 50 ans et qui est un des fondateurs de l'industrie. Et pour finir, au-delà de l'engagement qu'on y met, Maurice et moi, engagement perso, pro, réputationnel, physique même, parce que ça nécessite beaucoup d'engagement et réputationnel, bien sûr, on a décidé d'investir 33 millions d'euros à nous deux chaque année. Donc, dans chaque millésime, Maurice et moi, on engage 33 millions. Donc, on a engagé 33 millions l'an passé et on a engagé 33 millions cette année. Ce qui fait qu'on est exposé, fin d'année, on sera exposé à 66 millions sur les 2 premiers millésimes. Donc, nous sommes les premiers clients de chaque fonds. Et contrairement à ce que m'a dit une dame la semaine dernière, je n'ai pas souscrit avec Maurice 33 millions pour faire plaisir à cette dame et pour l'inviter à souscrire 100 000 euros. On a fait ça parce que Maurice et moi, on pense que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire à titre perso. Donc, on est le premier client de chaque fonds, on est très engagé à vos côtés et on souscrit au même part que vous et aux mêmes conditions tarifaires que vous. Voilà, ça te donne un peu une idée du parcours de l'équipe et de l'engagement et de la motivation des équipes. Alors, si je présente maintenant la plateforme Altaroc, donc, ok, donc Maurice et Fred, j'ai présenté. Le produit, comme je l'ai dit, il est simple. Hein. On a un seul produit par an, donc ce n'est pas compliqué, on est très focus chez Altaroc. On a un produit, c'est un portefeuille diversifié. Dans ce portefeuille, 80% du portefeuille est investi chez 6 gérants d'exception mondiaux. À notre avis, les 6 meilleurs gérants mondiaux de LBO et de Growth Equity qui lèvent cette année dans le monde. Et 20% est fait en co-investissement, uniquement à côté des gérants qu'on a sélectionnés, sans fees et sans carré. Ce portefeuille-là, les 25 familles qui m'ont accompagné pendant 20 ans, elles n'ont pas un portefeuille qui est meilleur. Je pense que ce portefeuille, il est meilleur. Il est accessible en un clic. Ce n'est pas la peine d'avoir une équipe qui travaille pour vous, c'est nous qui travaillons pour vous. Et il est 100% digital. C'est ça la révolution Altaroc.
permettre à partir de 100 000 euros d'avoir le meilleur portefeuille de PE mondial, alors qu'avant, ça requérait des capitaux et des équipes considérables. Vous n'auriez pas pu construire ce portefeuille il y a encore un an avec moins de 200 ou 300 millions de capitaux et avec moins d'une équipe de 5 à 10 personnes à votre disposition pour le faire, que vous auriez dû payer en plus. Donc, la révolution Altaroc, c'est les accès clés en main à un portefeuille qui agrège le meilleur mondial du private equity. Alors, tu m'as demandé de résumer de façon simple, avant le match de foot, les 6 raisons qui pourraient motiver tes auditeurs à souscrire dans Altaroc. Je vais les résumer brièvement et je vais reprendre derrière. Raison 1, le private equity est une classe d'actifs ultra performante. Je vais démontrer après pourquoi. Donc, vous vous exposez à Altaroc, vous bénéficiez de la perte de la classe d'actifs. La raison 2, on n'a pas pour ambition chez Altaroc de vous exposer à la moyenne du PE. On veut vous exposer au moins au premier quantile du PE, voire au premier décile du PE. Donc, on va vous permettre d'accéder au meilleur du private equity mondial, pas uniquement à la moyenne du PE qui en soi est déjà très bonne. Donc, ça, c'est la raison 2. La raison 3, c'est que c'est un monde complexe, le PE. Il y a 5000 fonds qui lèvent tous les ans dans le monde. C'est très opaque, c'est très secret. Il faut un Sherpa, il faut un compas, il faut une boussole. Donc, le fait de le faire avec Fred et Maurice, qui sont très expérimentés, qui investissent beaucoup à vos côtés, je pense que c'est rassurant et c'est important. Le fait qu'Altamir, lui aussi, est venu investir dans les millésimes, qui est un institut de grande qualité, zéro dette, 1,5 milliard de fonds propres, qui veut bâtir tout son PE institut international à travers Altaroc, je pense que c'est aussi un signal de confiance. Et enfin, élément très important, on bâtit pour vous non pas l'accès à un fonds d'exception, ni même à 6 fonds d'exception, on fait mieux que ça, on vous bâtit un portefeuille avec d'immenses convictions. Vous allez voir tout à l'heure, il y a des pays qu'on n'aime pas, il y a des segments qu'on n'aime pas, et il y a des typologies de deals qu'on aime et qu'on n'aime pas, et je vous expliquerai tout ça. Donc, on vous construit un portefeuille avec d'immenses convictions. Il y a beaucoup d'alpha, pour employer un terme des marchés cotés, dans nos portefeuilles. Et pour finir, tout ce qu'on fait est digital. Et moi, je pense que ce qui est important pour vous, en tout cas ça l'était pour moi et pour Maurice, c'est de savoir où j'investis et de pouvoir suivre en temps réel tout ce qui se passe dans mon portefeuille. Donc, comme on est digitaux, eh bien, vous pouvez suivre en temps réel tout ce qui se passe dans le portefeuille. Donc, le millésime 1 aujourd'hui, c'est 300 boîtes. Il y a 60 licornes. Vous pouvez suivre sur votre téléphone portable. Vous cliquez altaroc.pe millésime 21. Vous suivez en temps réel tout ce qui se passe dans les boîtes du portefeuille. Si vous voulez suivre les licornes, vous les suivez. Si vous voulez suivre les boîtes de santé en Asie, vous les suivez. Donc, vous avez une transparisation immédiate sur toute l'actualité du portefeuille. Ce truc est extraordinaire. Ça n'existe dans aucun fonds au monde. On l'a développé chez Altaroc et ça vous permet de donner un sens à ce que vous faites. Donc, voici les 6 raisons résumées simplement. Alors, j'interromps pour PE, il faut comprendre private equity, parce qu'on vient de me demander sur mon téléphone. Ah oui, pardon. Ah, j'ai fait court pour ne pas rater le match de foot, Cyril. Alors, la performance du private equity. Quand je dis que c'est intéressant de s'exposer à cette classe d'actifs, je vous ai mis ici, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, en vert, la performance du private equity. Donc, c'est ce qu'on appelle le TRI, le rendement annuel du PE, net de tout frais. La source, c'est Cambridge Associates, qui est le Nielsen ou le Ipsos mondial du PE depuis 50 ans. Absolument indiscutable. Et je vous ai mis en gris l'indice coté des marchés, donc l'indice MSCI, qui est l'indice de référence, et j'ai réincorporé les dividendes. Alors, je voudrais préciser un point, Cyril, parce qu'on me pose souvent la question. Il y a une chose qu'il faut bien noter. Il y a un engagement d'illiquidité dans le private equity. Le client de Centaure, il sera engagé pendant 5 ans sur un actif qui n'est pas cessible pendant 5 ans. Donc, ce private equity, on ne peut le concevoir que sur une partie de son patrimoine, qui est la partie qu'on est prêt à engager de façon illiquide. Donc, quelque part, je vais expliquer maintenant que le PE a battu la bourse tous les ans. C'est normal, parce qu'il y a une prime d'illiquidité qui est intrinsèque, qui est naturelle au private equity. Donc, on ne peut pas totalement comparer le PE avec la bourse, parce que l'avantage de la bourse, c'est que chaque année, tu peux trouver la liquidité quand tu ne veux plus d'un deal, alors qu'un engagement en PE, tu es collé pendant 5 ans. Donc, je ne vais pas rappeler à chaque fois ce point, mais c'est important pour être très honnête dans le raisonnement, que tes clients réalisent bien que les pertes du private equity, elles sont exceptionnelles, mais elles ne peuvent pas se réaliser sur un investissement qui a 2 ans de durée de vie. Donc, il faut que ton client soit prêt, sur 5 à 7 ans, à engager. Donc, ça veut dire une illiquidité structurelle pendant 5 ans. Donc, je l'ai dit, je ne vais plus le répéter, mais c'est important de l'avoir en tête. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on voit sur cette slide 1, c'est que le PE bat la bourse tous les ans. D'à peu près, en termes de surperf relative, Cyril, d'à peu près 5 à 7% par an, tous les ans, quelle que soit la période que tu regardes. Et ça, c'est la performance monde. Et quand on regarde la performance France, parce qu'il y a une étude que France Invest, qui est l'Institut de tutelle des fonds de private equity, publie tous les ans, sur les 25 années passées, le PE français a battu la bourse de 725 points de base, 7,25%.
Donc, on est exactement sur les mêmes ordres de grandeur. Maintenant, en termes absolus, le PE, sur longue période, livre entre 10 et 15% par an, quelle que soit la période que tu regardes. C'est évidemment en valeur absolue une perte exceptionnelle. Quand les fonds euros rapportent, on va dire, entre 1 et 1,5%, quand les fonds obligataires ont des rendements négatifs parce que les taux montent, quand les fonds immobiliers cotés rapportent entre 2 et 5, et ça suppose que tu aies une vraie confiance dans la valeur liquidative des actifs dans un monde post-Covid où le télétravail sera un vrai vecteur de changement, c'est quand même une question, et où les marchés cotés rapportent entre 4 et 5% sur longue période nette, mais avec beaucoup de vol. Donc, aller chercher 10 à 15% de rendement sur longue période, c'est incontournable quand on peut le faire, et c'est ce qui justifie l'attrait du private equity. C'est la perf absolue et la surperf relative. Alors, je vais quand même mentionner un autre point avant le match de foot, c'est important, la volatilité. Donc, quand on regarde un invest en private equity, c'est clair que la surperformance, elle est acceptée par tous les acteurs qui investissent en PE. Il y a quelque chose qui est encore méconnu, c'est le fait que le private equity, il est structurellement beaucoup moins volatile que la bourse, Cyril. Donc là, parce que quand on regarde un investissement, on veut mesurer le couple risque-rendement. Donc, j'ai mis ici sur 50 ans la perte du private equity. Année par année, la performance du PE, sur l'axe des ordonnées, c'est les rendements. Sur l'axe des X, c'est le temps. Il y a deux trucs qui sont incroyables sur cette courbe. Alors, je vais donner des moyennes, Cyril. Donc, en moyenne, sur 50 ans, le private equity n'a jamais perdu d'argent. Ça ne veut pas dire, pour être honnête, qu'il n'y a aucun fonds qui a perdu, bien que très peu de fonds aient perdu. Mais en moyenne, l'industrie n'a jamais fait moins de 5%. Ça, c'est le point 1. Le deuxième point, c'est que le PE, il est décorrélé des marchés cotés. Donc, si je regarde la perf du private equity sur les trois plus grandes récessions mondiales des 50 dernières années, la crise des subprimes en 91, la bulle Internet et la crise géopolitique avec le 11 septembre en 2001 et la grande crise financière en 2009, comment le PE a performé, c'est hyper intéressant de regarder. Déjà, les marchés cotés, Cyril, dans ces trois grandes crises-là, ils ont fait moins 50. Ce qu'on appelle peak to trough, entre le haut et le bas des marchés. Dans les années 91, 2001 et 2008, les marchés cotés, ils font moins 50. Maintenant, les millésimes de PE nés dans ces années-là ont été les meilleurs millésimes de la décade. Donc, les millésimes de PE investis en 91 ont livré 30%, ceux investis en 2001 ont livré 22%, et ceux investis en 2009 ont livré 21%. C'était les meilleurs performeurs, les millésimes nés au début des récessions étaient les meilleurs millésimes des décades en question. Donc, on voit que le PE, il est décorrélé des marchés cotés. Pourquoi ces millésimes étaient exceptionnels? Pour deux raisons simples. On va acheter des boîtes sur des agrégats dégradés, donc que ce soit le BE, l'EBIT, le REX, le résultat d'exploitation ou l'EBITDA, le socle est dégradé, parce que même les plus belles boîtes sont quand même impactées. Et la deuxième chose encore plus importante, c'est que le multiple auquel on achète, il est dégradé, Cyril. Parce que tu as moins de concurrence, parce que tu as moins de compétition dans les enchères, parce que tu as moins de leviers bancaires de disponibles, donc les multiples sont dégradés. En 2002, je vais dire en 2009, tu achetais une belle boîte industrielle 7 fois l'EBITDA parce que personne n'en voulait, quand l'année d'avant, en 2007, la même boîte valait 12 fois. Donc, tu as un énorme effet de socle. C'est ce qui justifie que pour ceux qui ont le courage d'investir à des moments compliqués du cycle, la rémunération est fantastique parce que tu as cet effet de socle extrêmement intéressant, tu as un point d'entrée très attractif. Il ne reste pas moins que, en termes de cyclicité, alors il y a toujours une cyclicité dans le PE parce que c'est un élément, c'est un actif économique organique, mais tu as beaucoup moins de vol que sur les marchés cotés et tu as une décorrélation structurelle. En équivalent, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur du Saint-Gobain qui s'achetait 15 fois les bénéfices à peu près l'année dernière. Et que là, il y a encore 2 mois, ça s'achetait 6 fois les bénéfices, grosso modo. Mais tout à fait, Cyril. Donc, tu as le même effet dans le PE. Donc, tu as un effet décote sur les multiples. Si tu rentres au bon moment du cycle, tu as des points d'entrée qui sont très attractifs. Donc, tu as cette décorrélation structurelle du PE par rapport au marché coté. Tu as une vol structurelle qui est plus basse et tu as une surperf qui est très importante. Donc, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que si on prend le marché américain, qui est peut-être le plus sophistiqué, aujourd'hui aux US, les family office que JP Morgan définit comme des familles qui ont plus de 200 millions de patrimoine financier, aujourd'hui, ces familles, elles sont équipées à 32% de leur patrimoine total en PE. Donc, c'est un élément assez incroyable, Cyril, de se dire, parce que ça, c'est quand même le juge de paix, si tu veux, ces familles-là, aujourd'hui, sur le mélange de tous leurs actifs patrimoniaux, 1/3 du patrimoine est en private equity. C'est l'actif souverain de ces familles, pour 2 raisons simples, et c'est pour ça que les familles qui étaient chez nous, elles se bagarraient pour rentrer dans des bons fonds, parce que c'est surperformant et parce que c'est moins volatile. Alors évidemment, ces familles-là, elles n'ont pas de besoin alimentaire.
Donc, c'est vrai que tu ne raisonnes pas pareil quand tu as 200 millions de patrimoine ou quand tu as 1 million de patrimoine. Quand tu as 1 million de patrimoine, tu n'as pas la même flexibilité sur tout ton patrimoine, alors que quand tu as 200 millions de patrimoine, tes besoins alimentaires n'ont pas d'impact sur ta stratégie financière. Mais pour les animaux financiers les plus libres, qui n'ont pas de contraintes alimentaires ni de contraintes réglementaires, le taux d'équipement en PE aujourd'hui, il est à plus de 30%. Et je voudrais quand même donner 2 autres stats avant le début du match, importantes. JP Morgan aujourd'hui aux US, c'est la banque privée la plus sophistiquée. Ils ont 500 milliards sous gestion. Sur les 500 milliards sous gestion en banque privée, il y a 100 milliards en PE. Le client privé de JP, Cyril, il est à 20% équipé en PE. Et je te prends le pendant en Europe qui est Pictet. Chez Pictet, il y a 200 milliards sous gestion, dont 36 milliards en PE. Le client moyen de Pictet, il est à peu près à 18% d'équipement en PE. Donc, Pictet, JP, tu es entre 18 et 20. Le client encore plus riche, il est à 30 plus. Je dirais que le bon taux d'équipement en PE, il est entre 15 et 20%. Voilà. C'était important de mettre ces agrégats en tête, je pense. Alors, une autre stat intéressante avant les stats du match. Le très bon PE. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le PE est meilleur que la bourse. J'ai dit qu'il y avait 7% d'écart entre du PE moyen et la bourse en moyenne. Donc ça vous est restitué sur 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ici. Je vous ai remis le petit tableau gris, la barre grise des marchés cotés, la barre verte du private equity. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Ce qui est nouveau, c'est la barre vert foncé. C'est la performance du premier quartile mondial. Combien les premiers élèves de la classe en PE ont livré sur 10 ans, 15 ans, 20 ans? Eh bien, la réponse, elle est simple. En moyenne, entre 20 et 24% de TRI net de tout frais. C'est complètement spectaculaire. Alors, pour info, parce qu'il y en a qui posent, l'AMF a posé la question, et en France, ça fait combien le très bon PE? 22%. Premier quartile français, 22%. Bon. Donc, 2 trucs sont hyper intéressants ici. Le premier quartile mondial, il a une performance absolue qui est juste spectaculaire. Entre 20 et 24% par an avec une vol qui est faible. Maintenant, en valeur relative, ce qui est aussi incroyable, c'est que le premier quartile du PE, il va surperformer en moyenne le marché du PE de 8%. Donc, il y a un énorme écart de perf entre les très bons fonds et la moyenne des fonds, ce qui fait que par transition, entre le premier quartile et la bourse, il y a à peu près 15% d'écart, Cyril. 1500 bips. Alors là, je n'ai pas le temps d'expliquer ce soir. Pour ceux que ça intéresse, j'expliquerai pourquoi le premier quartile du PE livre ces surperfs incroyables, quelles sont les recettes industrielles du premier quartile du PE. Mais toujours est-il que, quelle que soit la durée que vous regardiez, la surperformance premier quartile versus marché coté, c'est 15% par an. Donc, évidemment, le Graal, c'est d'investir dans ces fonds de premier quartile. Alors, nous, chez Altaroc, on a défini 3 règles d'or pour bien investir en PE. Et je vais aller vite là-dessus. Règle 1, benchmarker la planète PE et investir chez les meilleurs gérants. Alors, ça a l'air simple, ce que je dis, c'est compliqué. L'information sur les fonds de PE, elle est très opaque, elle est très difficile à obtenir. Vous voulez avoir de l'information sur les meilleurs fonds cotés au monde, vous allez sur Morningstar, vous avez l'information en un clic. Vous voulez avoir l'information sur les meilleurs fonds de LBO aux États-Unis, il n'y a pas d'info. Il n'y a pas d'info disponible. Si vous allez sur Internet, je l'ai fait hier, il y a de la pub pour un institut de secrétariat qui forme des secrétaires au private equity. Il n'y a pas d'info. C'est totalement opaque. C'est un monde secret, fermé, totalement opaque. Donc, c'est très dur d'avoir de l'accès à de l'info. Si vous appelez des bons fonds, ils vont vous emmerder pour savoir si vous avez vraiment 25 millions de dollars à investir, plutôt sur 3 millésimes d'affilée que sur un. Et sinon, vous n'aurez pas l'info. Maintenant, même si vous avez l'info, comparer l'info d'un fonds avec un autre fonds, c'est très compliqué parce que ces fonds, il n'y a pas de standard de reporting sur les fonds. Donc, pour les benchmarker les uns avec les autres, il faut être un initié. Et enfin, si vous avez l'info et que vous l'avez comparé et que vous allez trouver des fonds d'exception, et je vais vous en donner tout à l'heure, c'est le début du problème parce que l'accès est impossible. Ces fonds qui ont livré entre 20 et 24% de TRI, ils sont totalement sursouscrits. Tous leurs investisseurs institutionnels historiques veulent revenir dans ces fonds. Il n'y a pas de place. Donc, l'identification et les accès sont un énorme problème. La deuxième chose, il faut bien choisir ses verticales, Cyril. Donc, nous, on a une conviction chez Altaroc. Dans le monde du PE, les bonnes verticales, c'est le LBO et ce qu'on appelle le growth equity, le financement des boîtes en forte croissance. Ce n'est pas du tout des startups. C'est des boîtes qui ont une techno éprouvée, mais qui ont décidé d'accélérer leur plan de conquête commerciale et donc qui investissent significativement pour croître à 30, 40, 50, 60% par an. On pense que c'est les 2 verticales les plus intéressantes. Donc, chez nous, par exemple, il n'y a pas de venture capital. Je vais juste dire pourquoi, Cyril, c'est important. Pourquoi il n'y a pas de venture dans les fonds Altaroc? Parce que les meilleurs fonds de venture aux US, en moyenne,
sur 100 capitaux engagés sur 10 ans. Au bout de 5 ans, alors, ils vont typiquement engager sur 5 ans les fonds, le fonds vivra 10 ans. Au bout de 5 ans, la moitié des boîtes font faillite. 50% du portefeuille part en vrille au bout de 5 ans. Sur les 5 années qui suivent, ils vont vendre 30% du portefeuille at cost. Et donc, c'est les 20 derniers pourcents du portefeuille qui vont faire ou pas la perf. Et en moyenne, les gérants te demandent systématiquement 4,75 ans d'extension. Donc, le fonds de venture US, il a en moyenne 14,75 ans de durée de vie. Et donc, tu ne sauras qu'à la fin de la 15e année si les 20% qui font la pépite du portefeuille font 2 fois la mise, 5 fois la mise ou 10 fois la mise. Cette duration et cette volatilité dans la perf, elle n'est pas faite pour les clients privés. Et pour tous ceux qui me disent qu'ils sont prêts à la supporter, je dis c'est pas vrai, parce que le SAV qu'on devra faire, là, il y a une boîte cotée. Il y a un fonds de private equity chez nous qui a souscrit à une boîte cotée dans les cryptos. Ça représente 0,001% du portefeuille. J'ai reçu 200 appels aujourd'hui. Alors, je suis convaincu d'une chose, il ne faut pas faire de venture. Ce n'est pas adapté à des clients privés. Vous n'êtes pas adapté à la volatilité intrinsèque de ces portefeuilles. Troisième règle, il faut diversifier les portefeuilles. Même si vous rencontrez au coin de la rue ou en regardant le match ce soir un gérant d'exception de PE, ne mettez pas tous vos œufs chez lui. C'est comme sur les marchés cotés. Il faut plusieurs gérants pour diversifier le risque intuitu personnel lié à un gérant. Parce que chez un gérant, vous avez entre 10 et 50 partenaires. C'est très dépendant d'un gérant. Donc, il faut plusieurs gérants pour diversifier le risque de gérant. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Chez Altaroc, nous, on se cantonne à 6 gérants. Dans nos millésimes, il y a 6 gérants. Mais si je fais simple, je dis, chez un gérant de fonds de LBO, il y a 20 boîtes en moyenne. Chez un gérant de fonds de croissance growth, il y a 150 boîtes. Donc, avec 4 fonds de LBO, 2 fonds de growth, on a en moyenne 300 boîtes par millésime. Avec 300 boîtes par millésime, diversifiées sur 4 secteurs, diversifiées sur 4 continents, diversifiées sur du growth et du buyout, sur 6 gérants d'exception, il n'y a aucun risque de perdre sa mise. Ça suffit. Si vous diversifiez plus, vous allez avoir un tout petit peu de minimisation du risque de gérant, mais la réalité, vous allez revenir à la moyenne de l'industrie. Parce que si vous mettez 100 gérants, Pictet met 100 gérants dans ses millésimes. Donc, dans son Altaroc Maison, Cyril, qui s'appelle Monterosa, il met 100 gérants. Quand tu mets 100 gérants, tu vas faire moyenne du marché. Donc, nous, on met 6 gérants parce qu'on a d'énormes convictions sur les gérants qu'on choisit. C'est suffisamment diversifié pour minimiser le risque de gérant. C'est néanmoins très performant pour permettre à nos souscripteurs d'accéder au premier quartile, voire au premier décile. Alors, ça répond à une question en fait, de Benjamin qui demandait quels peuvent être les risques, même mesurés. En fait, on dilue complètement le risque par le nombre de gérants et donc d'entreprises. Tu le diversifies parce que ton millésime, il est mondial. Je vais expliquer tout à l'heure. Il est mondial. Il est Europe, US, Asie. Il est exposé sur 4 segments de l'économie mondiale. Il est exposé sur 2 types de deals, du LBO et du growth. Il est exposé chez 6 gérants. Et je vais expliquer tout à l'heure qu'aucun des gérants qu'on a choisis n'a jamais fait moins de 20% de TRI net par an sur 20 ans. Aucun, Cyril. Donc, quand on prend 6 de ces gérants-là, ce n'est pas la peine d'en mettre plus. Si tu en mets plus, aujourd'hui, et au final, dans chaque millésime, tu auras 300 boîtes. Si tu en mets plus, tu ne vas faire que moyenner le portefeuille. Tu ne feras que tendre vers la moyenne de l'industrie. Donc, tu as déjà un portefeuille extrêmement bien diversifié. On peut suivre la perte de chaque ligne. Si tu dilues plus, si tu diversifies plus, sur la courbe d'efficience optimale, tu n'es plus optimal. Voilà. Alors, bon, en termes de comment est-ce que nous, on choisit les gérants chez Altaroc? On veut choisir les 6 meilleurs gérants mondiaux sur 5000 fonds qui lèvent. Il y a 5000 fonds qui lèvent. Déjà, on ne fait que le LBO et le growth. On passe de 5000 gérants à 2000 gérants. Ensuite, on a 2 règles très dures. On veut des gérants qui ont au moins 25 ans d'histoire, Cyril. Donc, chez chaque gérant qu'on prend de fonds, il a au moins 25 ans de track pour 3 raisons simples. On veut des gérants qui ont traversé des crises énormes et qui nous ont démontré comment ils ont performé dans des crises énormes. Deuxième chose, on veut voir comment les fondateurs de ces gérants ont passé la main et ce qu'ils ont su gérer des enjeux de succession. Et le troisième sujet, nous, on pense qu'il faut 25 ans pour mesurer ton track, parce que comme il faut 10 ans pour liquider un fonds, en 25 ans, tu as vraiment réalisé 2,5 fonds. Et comme ça, on sait si le premier n'est pas que de la chance, parce que les cycles du PE sont longs. Donc, on veut mesurer le track cash on cash et on veut voir si la firme elle a mis en place une culture, des process et une gouvernance. Donc, on ne fait aucun fonds, aucun gérant qui n'a pas au moins 5 millésimes derrière lui.
Ensuite, en termes de perf, on veut que des gérants qui, sur les 20 années passées, ont fait au moins 15% de TRI chaque année et qui ont livré au moins 2 fois la mise cash on cash sur chaque millésime. Si tu veux, ça te ramène, Cyril, à 300 gérants. Ensuite, on a un critère pays et un critère secteur. J'ai une conviction absolue avec Maurice, et on se fâche avec beaucoup de gens pour ça, les meilleurs gérants du PE mondial, ils sont américains. Parce que le PE est un métier de compagnonnage, il faut du temps pour l'apprendre. Le PE, il est né aux US il y a 60 ans, il est né en Europe il y a 40 ans, il est né en Chine il y a 15 ans. Le premier quartile US, c'est 25 à 32% en fonction des années. Le premier quartile européen, c'est 18 à 22, donc c'est 7 à 8% de moins. Et le premier quartile chinois, il est pourri. Il est entre 10 et 12% de TRI net. Parce que les Chinois, de même qu'ils apprennent à faire du vin, ils apprennent à faire du private equity. Donc, on s'est surexposé aux US à 40%, US-Canada, Europe 40%, parce que c'est notre monnaie naturelle, et Asie et reste du monde, on cherche des pépites d'exception dans ces marchés-là, si on les trouve. Ensuite, en termes de secteur, ça fait 2 ans que je dis que le monde du private equity, il est cher. Donc, pour se prémunir contre le fait que les multiples pourraient baisser un jour, il y a 2 façons de le faire, Cyril. Soit tu vas t'enterrer dans un bunker et tu dis j'attends que le marché du private equity se calme. Ça fait 20 ans que tu attends. Soit tu te dis je vais me surexposer à des segments du marché mondial qui surperformeront l'économie mondiale. Des segments du marché qui vont surperformer le PIB. Et c'est ce qu'on a fait chez Altaroc. Donc, on a identifié 4 segments qui ont des tendances de croissance séculaire. Le monde du software, dans lequel on se concentre sur des boîtes mûres qui vendent des logiciels sous forme de licence et qui sont en train de migrer sous forme d'abonnement sur le cloud. C'est un marché gigantesque. Deuxièmement, le monde de la santé. Troisièmement, ce qu'on appelle les places de marché digitales. B2C, 10%, les places retail, consumer, 10%. Et les places de marché professionnelles, les places de marché B2B, business services, 20%. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas d'exposition à l'industrie, il n'y a pas d'exposition à l'énergie. On a un parti pris. On n'est pas à l'aise à payer une boîte industrielle 15 fois l'EBITDA aujourd'hui quand elle croît à 2% par an. Nous, on pense chez Altaroc que ça peut faire que des retours moyens moins. Donc, on a surexposé le fonds à des sous-jacents de marché porteurs. Ça ne veut pas dire que chacun des 6 fonds qu'on a choisis a exactement cette exposition secteur et pays, mais ça veut dire que le portefeuille qu'on construit pour tes clients, Cyril, il a exactement en consolidé cette exposition. Alors, si tu veux, quand tu suis toutes ces règles, il reste une cinquantaine de fonds et notre métier chez Altaroc, c'est de trouver les 6 meilleurs. Voilà. Alors, pour les clients qui vont essayer de le faire, c'est compliqué parce que c'est compliqué d'identifier ces gérants. Moi, je rencontre à peu près 1000 gérants par an et je les connais bien le marché. Les tickets d'entrée unitaires sont très élevés. Ces fonds d'exception qu'on a finalement identifiés, ils sont tous sursouscrits. Donc, c'est très dur d'avoir de la location. Et au final, ces fonds ne veulent pas de clients privés parce que réglementairement, ils ne savent pas les gérer. Donc, c'est compliqué pour des clients privés de le faire. C'est pour ça qu'il fallait des équipes dédiées pour le faire. C'est pour ça que les 25 familles qui m'accompagnaient chez Sagard pendant 20 ans, elles avaient entre 5 et 50 personnes pour faire tout ça. Voilà. Alors, la raison 3, j'espère vous avoir convaincu que Maurice et moi, on connaît bien le marché. On s'est fait accompagner. Donc, Dimitri Bernard nous a rejoint. Il a passé 5 ans chez Ardian, 4 ans chez Indosuez, où il était responsable de la sélection des fonds de PE sur l'Europe. Donc, Maurice et moi, on a été patron de fonds pendant 20 ans pour moi, un fonds que j'ai créé de toutes pièces, qui est un des meilleurs fonds de buyout en France. Maurice a été pendant 40 ans un des patrons fondateurs de Sagard, de Apax. Donc, on connaît bien le marché du private equity et on connaît bien les gérants, on connaît presque tous les gérants et on sait identifier les facteurs clés de succès d'un gérant, Cyril, parce qu'on a été gérant nous-mêmes. Voilà. On est très accompagné sur le back-office. Donc, je l'ai dit en introduction, j'ai récupéré pas mal de gens qui avaient aidé Maurice sur Altamir. Donc, Eric est le directeur financier d'Altamir depuis plus de 10 ans. Il connaît intimement la construction de reporting d'exception de private equity international. Claire est la patronne du reporting d'Altamir et Christina est la patronne de la compta des fonds et des fonds de fonds chez Altamir. Donc, tu as une équipe extrêmement costaud qui sait exactement comment faire le métier qu'on veut faire. On a renforcé cette équipe depuis 1 an et demi avec l'arrivée de 2 co-aides sur les opérations. Édouard Villiers qui a passé 20 ans chez JP Morgan où il était patron des opérations chez JP Asset Management et Christophe qui était patron des opérations chez Apax et chez Naxicap qui connaît intimement la tuyauterie du private equity. Laurent Laloy était le patron de la technologie chez Sopra. Donc, on a pris un gars totalement surdimensionné pour nous aider à bâtir notre plateforme digitale. Et Stanislas Almeida, c'est un entrepreneur geek qui a été pendant de nombreuses années chef du digital chez BPCE et qui nous aide à bâtir tous nos outils de marketing digital. Et pour finir, on a une équipe de service client
dédié, juste pour que nos clients, enfin tes clients comprennent ce soir. Ils ne sont pas 3, ils sont 4. On a 4 personnes à plein temps pour répondre à toutes les questions que Centaure ou ses clients nous posent chaque jour. On a en moyenne aujourd'hui 50 questions par jour compliquées. On a 1000 questions mois, Cyril. Et pour répondre à ça en 24 heures, parce que tu veux qu'on réponde à tes clients en 24 heures, il nous faut 4 personnes full-time. Voilà, ça donne une petite idée de l'infrastructure qu'on a mise en place chez Altaroc. Alors, bon, Altamir a un track magnifique. Donc, Altamir, c'est 1,5 milliard de fonds propres aujourd'hui. C'est 20% de TRI par an pendant 30 ans. C'est 150 fois la mise sur 30 ans. Le fait qu'Altamir ait décidé de bâtir toute sa stratégie de PE à travers Altaroc, je pense que c'est un signal de confiance aussi. J'espère avoir expliqué brièvement qu'on ne donne pas accès à tes clients à un fonds, ni même ce qui serait exceptionnel, à un fonds surperformant, ni même à 6 fonds. Ce qui serait en soi remarquable, Cyril. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on bâtit des portefeuilles. Et donc, évidemment, on construit un portefeuille diversifié, mais on y met beaucoup de conviction sur les pays, les secteurs, les segments, et on y met toute l'intelligence que Maurice et moi, on a développée depuis, je sais pas, 85 ans à nous deux dans le monde du private equity. Sans être prétentieux, on est quand même des figures de l'industrie en Europe, Maurice et moi. On est très investis dans nos portefeuilles et on met toute l'intelligence qu'on a à construire cette répartition secteur, pays, type de deal. Et pour finir, quand on investit dans un gérant, on fait en moyenne 3 mois de due deal intense et Maurice et moi rencontrons les 15 partenaires clés de chaque fonds, Cyril. Donc, je peux te dire je pense qu'on a été soulevé chaque pierre et on les juge à l'aune d'un business qu'on a piloté nous-mêmes. Donc, on a un portefeuille bâti autour d'énormes convictions. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'actif de ce qu'on fait, il n'y a pas une famille qui m'a accompagné chez Sagard pendant 20 ans qui a un meilleur portefeuille qu'Altaroc. Je le dis avec beaucoup de confort parce que je connais leur portefeuille. Maintenant, on a fait autre chose pour tes clients. Au passif, on a mis plein d'outils dont tes clients ont besoin que ces familles très fortunées dont elles n'avaient pas besoin. Je prends quelques exemples. L'assurance vie luxe. On a référencé Altaroc chez tous les assureurs vie luxembourgeois. Ça m'a mis 3 ans, Cyril. Donc ça, si ton client veut souscrire en personne physique ou en personne morale, c'est possible. En nominatif pur ou administré, c'est possible. En contrat d'assurance vie ou en contrat de capi, c'est possible. Et ça nous a pris un temps considérable. L'autre chose qui est très importante, si un client Centaure se faisait lui-même un portefeuille de 6 fonds, chaque fonds va l'appeler entre 5 et 10 fois par an. 6 fonds, ils vont les appeler entre 30 et 60 fois par an. Tes clients ne sont pas organisés pour répondre à 60 appels de fonds par an. Il faut une trésorerie centralisée pour répondre à ça. Et un fonds de private equity, tu dois faire les fonds sous 4 jours. Donc, au niveau d'Altaroc, nous, on est appelé 60 fois par an. Pour vous simplifier la vie, on a mis en place une ligne de crédit chez Altaroc et on va appeler tes clients 2 fois par an, Cyril. On va les appeler, et ça, je pense que c'est aussi une des choses qui t'a plu chez Altaroc, on va les appeler 2 fois par an avec 3 mois de notification. Donc, 3 mois avant, on va appeler tes clients et on va leur préciser la date et le quantum. Donc, on met en place un financement structuré, une trésorerie organisée pour que votre vie soit simple. Et dernier élément, alors on a le droit de faire 3 appels par an en théorie, mais on va en faire 2. Dernier élément intéressant pour tes clients, Cyril, tout est digital. Donc, s'ils veulent souscrire, donc dans le monde d'hier, s'ils voulaient souscrire à mon fonds Sagard, ça leur aurait pris 6 mois s'ils étaient de bonne volonté. Et 4 side letters négociés. Ce n'est pas jouable dans le monde retail. Donc, chez Altaroc, si nos équipes commerciales et techniques ont bien fait leur boulot avec les tiennes, ça doit prendre 3 minutes chrono pour onboarder un client chez Centaure Altaroc. C'est très important. Donc, on a mis en place toute une infrastructure digitale. C'est très simple de souscrire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très simple de suivre en temps réel l'actualité du portefeuille parce que vous voulez donner un sens à votre épargne. Donc, je prends un exemple. Alors, cette presse, elle date d'il y a 3 mois, mais il y a sur les 300 boîtes du millésime de l'an passé, il y a 60 licornes, dont 5 licornes françaises parce qu'il en manque une ici. Back Market, Payfit, Spendesk, Conto et maintenant Ecovadis. Le client, il peut suivre en temps réel tout ce qui se passe sur ces licornes. Il y a 17 licornes chinoises. Le client peut suivre comme il veut le portefeuille. C'est magnifique et on a mis beaucoup d'énergie à construire tout ça. Alors, le millésime 21, j'en ai parlé. On a levé 180, enfin, on a capé le fonds à 180, sachant qu'on avait 270 millions de bulletins signés. Donc, franchement, en 2 mois, c'est une vraiment belle réussite l'an passé. Maintenant, en 22, avant le match, on lève un fonds de 500 millions. On a démarré la collecte le 1er avril. On est à un peu plus de 300 millions sur cette collecte, Cyril, à aujourd'hui. Le fonds, c'est un FPCI régi par l'AMF.
il est ouvert à des clients qu'on appelle avertis, c'est-à-dire qu'il faut que tes clients soient capables d'engager 100 000 euros. 100 000 euros sur 5 ans, ça veut dire en moyenne 20 000 euros par an. Le fonds est ouvert à des clients capables d'engager 20 000 euros par an pendant 5 ans. Donc, vous pouvez souscrire à ce fonds sur toutes les formes que vous souhaitez. Votre personne morale, votre holding, personne physique en direct ou en compte titre. Et vous pouvez souscrire en direct compte titre ou par des véhicules luxembourgeois, comme je l'ai dit, assurance vie ou contrat de capi. Voilà. En termes de frais, combien coûte Altaroc à un client Centaure? Bon. Avant d'expliquer les frais ici, je veux juste faire un petit aparté, Cyril, c'est important. Quand un institutionnel se crée des portefeuilles de private equity ou quand une famille se crée un portefeuille de private equity, elle a besoin d'équipes pour faire ça. Donc, les familles qui étaient chez moi pendant 20 ans, elles avaient à minima 5 personnes, mais plutôt entre 20 et 50 personnes pour gérer leur portefeuille de PE. Ça leur coûte entre 1,5 et 3% en fonction de la taille de leurs actifs. C'est le coût d'une équipe pour piloter un portefeuille. C'est comme ça qu'il faut voir le coût d'Altaroc. C'est le coût d'une équipe dédiée que vous avez externalisée. Donc aujourd'hui, nous, sachant que sur ces… Alors, Maurice et moi, on paye les mêmes bases de facturation et aujourd'hui, Altaroc ne sera pas rentable avant fin 2023. Sur un client qui engage 100 000 euros, on facture 2,50, 2,5% sur l'engagement pendant 5 ans et sur l'actif net sur les 5 années qui suivent. Et en fin de vie d'un fonds, l'actif net passe à zéro parce que le fonds aura vendu toutes ses participations. Donc, sur les années 8, 9, 10, il n'y a pratiquement plus de frais. Et sur un client qui engage 3 millions, Cyril, on facture 1,65 sur l'engagement pendant 5 ans et sur la NAV, l'actif net sur les 5 ans qui suivent. Voilà. Donc, ça, c'est la facturation. Je vais bientôt parler de la performance des fonds nets de nos frais parce que c'est quand même ça qui intéresse tes souscripteurs. Juste si on regarde sur les banques retail, les banques de détail, sur des fonds euros qui peuvent prélever 0,70, 0,80, avec une perf aux alentours de 1%, la différence est minime compte tenu des performances moyennes et des frais qui peuvent être prélevés. Oui, et d'autant que si tu veux, aujourd'hui, j'ai un instit, tu prends une grosse équipe institutionnelle, ça va lui coûter 1,5% pour gérer son portefeuille en PE. Et une famille qui a 10 personnes pour gérer son portefeuille en PE, ça va lui coûter 2%. C'est le coût du portefeuille. Donc aujourd'hui, on n'arrive même pas à ça, ça ne reflète pas le coût qu'on a nous. On devrait avoir 700 millions sous gestion à la fin de l'année, on est 30 personnes. Aujourd'hui, on n'a pas encore la masse critique, Cyril, pour être rentable, mais ce n'est pas grave, c'est le projet Altaroc. Alors, un point très important. J'ai parlé tout à l'heure de la révolution 1 d'Altaroc qui consistait à permettre à tes clients, à partir de 100 000 euros, d'avoir un portefeuille de qualité équivalente, voire supérieure à celui des 25 plus grandes familles francophones qui m'ont accompagné chez Sagard pendant 20 ans. Au lieu d'engager 300 millions mini pour le faire, Cyril, à partir de 100 000 euros, ces familles auront accès à un portefeuille équivalent, voire meilleur. Ça, si tu veux, c'est la révolution 1 d'Altaroc. La révolution 2 d'Altaroc, c'est la visibilité qu'on est capable de donner à tes clients et je voudrais vraiment l'expliquer en 2 minutes. Dans le millésime 2, il fait 500 millions. 400 millions vont être engagés chez les gérants primaires, 80%, et 20% du portefeuille, 100 millions, vont être engagés dans des co-investissements que ces gérants vont nous inviter à faire sans fees et sans carré. Pour être invité dans des co-investissements, il faut avoir fait les engagements primaires. Donc, il y a 400 millions d'engagements primaires qui sont le cœur du réacteur. Début avril, Maurice Chéniaud m'a dit, Fred, si on veut bien collecter, il faut qu'on donne de la visibilité à nos souscripteurs. Donc, sur les 400 millions d'engagements chez les gérants, Maurice a pré-souscrit 320 millions. Il n'a pas fait ça pour pouvoir dire à tes clients qu'il y a quelqu'un d'important qui a souscrit dans le millésime. Il l'a fait pour qu'avec cet argent-là, moi, je puisse à mon tour m'engager chez 5 gérants. Donc, je vais expliquer les 5 gérants chez qui on a souscrit depuis avril, ou réservé, c'est important. Et c'est ça la révolution 2 d'Altaroc, c'est que grâce au fait que j'ai un sponsor, je suis capable d'offrir à tes clients une visibilité sur le portefeuille qu'on va leur construire. Je sais leur dire qu'à la fin de l'année, l'intégralité des engagements chez des gérants primaires sera faite. Et je sais leur dire aujourd'hui, à 80%, chez quel gérant elle sera faite. Et ça, c'est très important, Cyril, parce que aujourd'hui, JP Morgan ou Pictet, ils construisent des portefeuilles. D'abord, ils ne les engagent pas sur 1 an, ils les engagent sur 3 ou 4 ans. Et ils ne sont pas capables de donner de visibilité sur les gérants sous-jacents parce qu'il n'y a pas de sponsor. Donc, on a pris le parti pris ici, avec ce sponsor, d'offrir à tes souscripteurs une visibilité importante sur les gérants qu'on met dans le millésime. C'est très important parce qu'on parlait de transparence et de sens.
J'ai choisi ici des gérants qui correspondent exactement aux critères de beauté que j'ai définis tout à l'heure. Alors, je n'aurai pas le temps parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps de décrire tous les gérants. Je vais en prendre un, Cyril. Je vais prendre HG une seconde. HG, c'est un gérant de private equity. C'est le plus gros gérant de LBO dans le monde du software en Europe. C'est un gérant qui, depuis 30 ans, ne s'intéresse qu'à des LBO dans le monde du software. Moi, chez Sagard, pendant 20 ans, j'avais une équipe. Donc, on était 50. Sur les 50, il y avait 12 investisseurs. J'avais 12 investisseurs qui couvraient 20 industries en France. Eux, ils sont 250 investisseurs sur une seule industrie qui est le software. Ils sont extrêmement verticaux, très pointus. Et pour rigoler, ils pensent que le monde du software en soi est très vaste. Et donc, ils ont découpé le monde du software en 8 verticales sur lesquelles ils spécialisent leurs équipes. Donc, par exemple, le monde de la compta les passionne. Donc, il y a une équipe de 40 investisseurs, Cyril, chez HG, qui cherchent des boîtes en LBO dans le monde des éditeurs de logiciels comptables. Et tiens-toi bien, je n'ai pas fini. Ils cherchent des boîtes qui font au moins 100 millions d'EBITDA, au moins 30% de marge d'EBITDA et qui croissent au moins à 20% par an dans le monde de la compta, édition de logiciels. Alors moi, j'en connais aucune et il y en a 143 dans le monde. Et eux, ils les connaissent toutes. Ils les ont toutes rencontrées. Donc, tu as un niveau de connaissance industrielle d'HG, du monde de l'édition de software, qui n'a rien à voir avec celui qu'un autre fonds de private equity aura. Et quand tu demandes à HG qui est ton concurrent dans le monde du private equity, il te dit, et là tu attends avec impatience parce que tu te dis, je vais enfin en trouver un autre, il te dit, j'en ai un, Fred. Il te dit, c'est SAP. SAP, c'est le plus gros éditeur de logiciels en Europe. Et tu dis, non, je t'ai dit dans le monde du private equity. Il dit, dans le monde du private equity, j'en ai pas, Fred. Parce qu'en fait, on n'est pas un fonds de PE avec un prisme logiciel, on est un éditeur de logiciels avec un prisme financier. En termes de perf, Cyril, pour que tes auditeurs ou les internautes comprennent, HG, sur les 20 années passées, a livré 32% de TRI net par an tous les ans pendant 20 ans. Aujourd'hui, si quelqu'un veut, et je les invite après la visio ce soir, d'appeler HG en disant « je veux rentrer chez toi », il n'y a pas eu un nouvel investisseur chez HG depuis 17 ans. Il n'y a pas de place. Tu ne peux pas rentrer. 60% du portefeuille est européen, 40% est US. Des boîtes qui font plus de 100 millions d'EBITDA, plus de 30% de marge d'EBITDA et qui croissent à plus de 20% par an, ils ne font que ça. On s'est bagarré depuis 2 ans pour réserver notre place dans ce fonds. On a investi 50 millions dans le fonds large cap qui s'appelle Saturn et 50 millions dans le fonds mid cap qui s'appelle Genesis. C'est un exploit qu'on soit rentré dans ces fonds et on est capable de rentrer dans ces fonds dans lesquels les plus grands instituts du monde se bagarrent pour rentrer. Je voulais te donner cette petite idée, Cyril, pour que tes auditeurs comprennent la qualité des gérants chez qui on est rentré. Donc, ce n'est pas des gérants grand public, c'est des noms connus du monde instit. C'est le meilleur fonds de private equity software en Europe et à mon avis et de l'avis de Maurice, le meilleur dans le monde. Voilà. On a choisi 5 fonds, 2 chez HG, 1 chez Bridgepoint, 1 chez Insight, 1 chez Apax LLP, qui est le grand fonds large cap d'Apax, qui est un fonds de 16 milliards. Ce portefeuille-là, Cyril, sur les 20 années passées, il a livré net de nos frais 25% de TRI. Et tu disais tout à l'heure, il faut juger les frais par rapport à la perf. Ce portefeuille-là, il a fait 25% de TRI net de nos frais sur les 20 ans passés. C'est ça qu'on offre aux souscripteurs aujourd'hui. Voilà. Alors, bon, en termes de reporting, tes clients, ils auront en temps réel l'actu de toutes les boîtes sur l'onglet millésime du site internet Altaroc en temps réel. Et au niveau du reporting, ils auront tous les trimestres un reporting de qualité institutionnelle qui est le même que Altamir fait boîte cotée depuis 25 ans. C'est les mêmes équipes, il y a 5 personnes en charge du reporting chez Altamir. J'ai récupéré ces 5 personnes, donc tes clients auront un reporting de qualité instit tous les trimestres. Ils pourront suivre sur chaque verticale d'où vient la performance, le TRI du trimestre. Est-ce qui vient des US, de l'Europe, de l'Asie? Est-ce qui vient du software, de la santé, du digital B2C? Est-ce qui vient de LBO ou du growth? Ils auront une granularité exceptionnelle et pour ceux que ça passionne et qui ne sont pas intéressés que par le foot, il y a même un webinaire fait par Maurice et Fred qui dure 1h15 tous les trimestres où on vous raconte la vie intime des millésimes et ce qui s'y est passé. Voilà. Donc, en 2 mots, Cyril, c'est ça qu'on a bâti chez Altaroc. C'est une équipe de 30 personnes qui bâtit des millésimes d'exception, clés en main, à partir de 100 000 euros, disponibles chez toi en un clic, pilotés par 2 fanas du private equity qui adorent ce qu'ils font, qui sont totalement passionnés et engagés et qui en plus ont mis beaucoup de sous à titre perso dans les projets. Alors, on me demande
merci déjà pour cette brillante intervention et très intéressante. On me demande quel pourrait être un équivalent comparable à ce que vous faites en France. Mais pour moi, alors c'est par WhatsApp qu'on me demande ça. Pour moi, il n'y en a pas. Je connais bien le marché. Je vais te dire très honnêtement, Cyril. Je connais vraiment bien le marché parce que je suis dedans depuis 3 ans. Si je suis très honnête, il y a 2 projets comparables. Il y a le projet de JP et le projet de Pictet. Chez JP, ça s'appelle Vintage. C'est accessible à partir de 20 millions déposés chez JP. Et chez Pictet, ça s'appelle Monte-Rosa et c'est accessible à partir de 15 millions déposés chez Monte-Rosa. Maintenant, ce n'est pas les mêmes produits. C'est des produits pas du tout digitaux. C'est des produits très dilués. Et ce sont des. Alors, c'est une offre qui est intéressante néanmoins parce que ce sont des marques très anciennes, très historiques, très établies. Mais ni JP ni Pictet n'investissent dans leurs produits. C'est un produit sur lequel ils le distribuent. Et ce sont des fonds extrêmement diversifiés, très, très, très diversifiés. Que ce soit Vintage ou Monte-Rosa, ils te font de la dette, du crédit, de la mezzanine, du turnaround, du venture, de l'IMO, de l'impact, de l'infra, du buyout, du growth. Tu as 12 verticales du PE et dans chaque verticale, tu as entre 8 et 10 gérants, Cyril. Donc à la fin, ce sont des fonds qui te livrent un index du PE. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien. J'essaie d'être exhaustif dans ma réponse. Il y a des… Et je me suis inspiré de ce que fait JP ou Pictet. Maintenant, on a essayé de faire un produit plus concentré, avec plus de jus de private equity, plus d'essence de private equity. On y a mis notre meilleure expertise. C'est des millésimes beaucoup plus compacts, les nôtres, et avec un ticket d'entrée qui est beaucoup plus accessible et qui sont nativement digitaux. Toute la différence est là. Hein. Voilà. Et puis, dernier point, Cyril. Alors, je vais dire un truc très prétentieux. Je suis client de JP Morgan. Chaque fois que je demande à un commercial de JP de m'expliquer Vintage, il est incapable de le faire. Il faut qu'il téléphone à un mec de New York qui lui fait un compte-rendu parce qu'il ne veut pas me parler, hein, Cyril. Ça ne l'intéresse pas de parler à un client final. Donc, il y a une équipe de sélection à New York qui a fait un travail, qui a parlé à un mec à Londres, qui a résumé au commercial français, qui ne comprend pas un mot de ce qu'il me dit. Donc, non, mais là, s'il y a un internaute ce soir qui a une question sur HG, et on peut passer, je peux en parler, j'adore ce fonds, je peux en parler pendant des heures, du portefeuille, de la stratégie, de chacun des partenaires, de la répartition du carry, de la répartition de la société de gestion, de la stratégie de la firme. J'ai fait la sélection avec Maurice. Donc, tu as aussi un niveau d'engagement et de proximité. On est 30 aujourd'hui, mais on a fait nous-mêmes la sélection. En termes de stratégie patrimoniale, je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur le contrat luxembourgeois. Quand on intègre un fonds Altaroc dans un contrat luxembourgeois, ça laisse des perspectives autres que ce que nous pouvons faire habituellement sur des contrats de droit français. C'est-à-dire qu'en le logeant dans un fonds d'assurance spécialisé, on va pouvoir mettre du Altaroc et donc se priver pendant une certaine durée de liquidité, mais on va pouvoir également mettre d'autres choses beaucoup plus liquides et utiliser un contrat d'assurance vie comme il peut être utilisé habituellement, c'est-à-dire pouvoir récupérer des fonds si on en a besoin à tout moment. Donc rien n'empêche, dans un fonds d'assurance spécialisé, un FAS luxembourgeois, d'intégrer un millésime 2022 d'Altaroc et quelques fonds un petit peu plus communs, plus OPCVM, pour conserver de la liquidité en parallèle. Et le ticket d'entrée sur du contrat luxembourgeois, notamment chez Lombard, avec qui on travaille pas mal, est de 250 000 €. Ça permet cette mixité, en fait, entre le private equity d'un côté, aller chercher de la performance sur la durée, et de la liquidité sur une durée moins longue, avec des choses peut-être qui seront moins performantes, mais qui permettront de récupérer de l'argent beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai souscrit à travers un contrat luxembourgeois. Alors, sachant que sur de l'assurance vie luxembourgeoise en plus, bien sûr, la fiscalité s'appliquera en fonction du pays de résidence du souscripteur et en termes de transmission pour des personnes qui habitent en France, on se retrouvera avec la transmission classique de l'assurance vie en France, c'est-à-dire les 152 500 € par bénéficiaire quand on souscrit avant 70 ans. Donc, en imaginant que quelqu'un puisse souscrire à 69 ans sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois dans lequel il met du private equity Altaroc, s'il décède après 70 ans, on va se retrouver dans cette fiscalité, dans cette enveloppe fiscale optimisée qui est l'assurance vie. J'ai pas eu
d'autres questions. Peut-être qu'il y a des questions sur le chat à poser encore. N'hésitez pas. Olivia a répondu à pas mal de choses. Il faut savoir qu'on aura un replay qui va être mis à disposition. Alors, je le mettrai sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, sur le site Centaure Investissement. Je ne sais pas s'il sera sur le site Altaroc, peut-être aussi. Non, on ne le mettra pas parce qu'on l'a fait pour toi, Cyril. D'accord. C'est à toi de le gérer. Mais si tes internautes ou tes auditeurs ont des questions techniques, évidemment, tu es bienvenu. C'est toi qui y répondras. Et si tu veux un accompagnement, Olivia ou moi y répondrons avec plaisir. Très bien. Visiblement, il n'y a plus de questions. Je regarde moi sur mon téléphone et sur mes écrans. Il n'y en a pas non plus. Est-ce que tu as une conclusion, Frédéric Non, je dirais simplement, j'espère que ça transparaît quand on s'exprime. Je crois qu'on est très passionné, mais tu l'as senti depuis qu'on se parle, Cyril. On est très passionné parce qu'on a envie de partager, Maurice et moi, un produit fantastique qui est le private equity, qui était réservé aux plus grands instituts mondiaux ou aux très, très grandes familles mondiales. On avait envie de le mettre à disposition des clients privés. La classe d'actifs, elle est fantastique. Accompagner les plus belles boîtes avec les meilleurs managers et les meilleurs fonds mondiaux, c'est juste extraordinaire. Et si en plus, nous, on peut s'organiser de façon digitale pour partager toute cette information avec tes souscripteurs, c'est un produit vivant et un produit organique. Et pour te dire, je vais te donner en avant-première, on a recruté et il arrive la semaine prochaine. Un des top journalistes de BFM. Et c'est un gros investissement qu'on a fait pour donner en temps réel, tous les jours, l'actu de toutes les boîtes du portefeuille, tout le temps. Parce qu'on veut que tes clients comprennent que c'est une classe d'actifs vivante, fascinante, fantastique. Il y a 60 licornes dans le millésime 1. C'est juste dingue. Eh bien, on veut que tes souscripteurs comprennent qu'est-ce qui se passe dans ces licornes. Dans les licornes chinoises, il se passe quoi? On a des boîtes qui transforment le monde. On a des boîtes ultra innovantes. On a des boîtes ultra performantes. On a des boîtes dont l'éthique révolutionnera le monde de demain. Eh bien, c'est tout ça dont on veut faire parler. Donc, c'est aussi tout ça, Cyril, l'aventure. Quelque part, c'est un peu un voyage, Altaroc, au-delà de la perf des fonds dans lesquels, là, tu peux me faire confiance. Enfin, Maurice et moi, on ne mettrait pas notre argent si on n'allait pas investir dans les meilleurs fonds du monde. On va essayer d'aller chercher plus que ça. C'est une aventure fascinante. C'est accompagner des boîtes fascinantes, des entrepreneurs fascinants dans le monde entier. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont de l'intérêt. Et donc, c'est tout ça qu'on va essayer de transmettre ou de retransmettre à tes souscripteurs ou à tous ceux qui seront intéressés par Altaroc. D'accord. Alors, à ce titre, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les participants à la conférence auront, en souscrivant par le biais du cabinet, bien entendu, des conditions particulières pour souscrire sur ce millésime 2022, dont la clôture, William me disait, je crois, la clôture de l'enveloppe est prévue en fin février, c'est ça? Oui. Parce qu'en fait, pour te dire la vérité, on avait prévu fin décembre, mais il y a beaucoup de distributeurs qui nous demandent de prolonger parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ils nous demandent de prolonger jusqu'à fin février. Donc, je pense qu'on est parti jusqu'à fin février pour le millésime. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric. C'était une brillante intervention. J'ai eu pas mal de commentaires en off, on va dire, sur mon téléphone. Un des derniers commentaires sur le chat, c'est que les internautes espèrent que les Bleus mouilleront le maillot comme tu viens de mouiller ta chemise avec passion pour présenter ce… Je vais te dire une chose, Cyril. Non, je vais te dire. J'ai mouillé le maillot pendant… C'est un peu aussi mon ADN. Donc, j'ai mouillé le maillot pour qu'on soit Sagard de zéro pendant 20 ans. Je suis juste parti parce que l'accès au capital n'était pas ouvert, malheureusement. J'ai mis beaucoup d'énergie pour construire Altaroc. Et je peux te dire une chose, toute l'équipe ici, elle est habitée. On adore ce qu'on fait. L'équipe est passionnée, que ce soit Olivia, William, je pense que tu as senti ça. Donc, on est totalement passionnés. Et je vais dire une chose, ce dont tes internautes ne se rendent pas compte, c'est que pour rentrer chez les fonds où on rentre, c'est une bagarre incroyable. Bien qu'on y mette des sommes énormes, ce sont des fonds qui n'ont pas besoin de nous. Donc, il faut que je les convainque qu'ils nous fassent rentrer. C'est très compliqué. C'est aussi cet accès-là qu'on donne. Voilà. Bien sûr, c'est ultra confidentiel et il faut être passionné pour être capable d'aller se battre et aller chercher ses fonds. C'est évident. Merci à Olivia pour la modération. Et encore une fois, mille merci à toi. Si dans les jours à venir, certains internautes ont des questions à poser, n'hésitez pas à revenir vers nous.
on les relaiera si on ne peut pas répondre auprès des acteurs d'Altarock. On est très fiers d'avoir signé ce partenariat avec vous. Il y a déjà des souscriptions en cours et je pense que ça va continuer. J'en suis même convaincu. Donc, mille merci et puis à très bientôt et puis bon match à tous. Merci Cyril. Et que la France gagne. Hein. Ouais, merci. À bientôt. À bientôt.